Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche, hashtag la chaîne qui claque sur les réseaux sociaux toujours pour réagir. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu étrange, un petit peu spéciale sur laquelle je me suis pas trop dévoué, je vous avoue. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce genre de format là, c'est un podcast tout simplement. Aujourd'hui on va parler pendant à peu près une heure j'espère, peut-être un petit peu moins, en espérant ne pas prendre trop de temps sur les dernières actualités, les shows hebdomadaires de cette semaine. Voilà, cette semaine je fais un petit podcast pour un petit ou un gros, ça dépend combien de temps ça va durer. Mais voilà, je vous invite à prendre une boisson ou faire quelque chose à côté, regarder un match, pourquoi pas regarder un show de W Power pour, pour vous faire plaisir. En cette période de confinement coronavirus, forcément, il y a moins de shows de catch un petit peu partout sur la planète, donc forcément, c'est le moment pour les fans de catch, j'imagine, d'aller regarder un petit peu des choses sur lesquelles ils sont pas trop habitués. Donc je vous invite à la regarder NW Power si vous l'avez jamais regardé et à regarder Impact, pourquoi pas pour ceux qui ne suivent plus Impact. Aujourd'hui, du coup, dans ce podcast-là, on va parler de trois shows, les trois shows hebdomadaires de cette semaine que j'ai regardé. Donc Impact Wrestling qui a eu lieu le 24 mars 2020 et également du coup AEW Dynamite et WWE NXT qui ont lieu le 25 mars pour leur part. Voilà, ça va être, j'espère, une critique un petit peu rapide. On va pas faire du 5 points comme mes autres vidéos que je vous invite à aller voir. Mais voilà, on va parler de catch dans la bonne ambiance. On va parler également des news. Bien sûr, ça va être les news concernant WrestleMania. Tout simplement parce que à l'heure où j'enregistre, on est vendredi matin. WrestleMania a fini d'être enregistré. Pour ceux qui ne le savent pas, WrestleMania est enregistré en avance cette année, exceptionnellement, forcément à un coronavirus, des choses comme ça. On n'a pas trop le choix, donc voilà, elle est enregistrée en avance et ça a fini d'être enregistré il y a quelques heures pour nous. Il n'y a pas de spoiler sur internet à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on n'a pas du tout de spoiler sur ce qui s'est passé, on a juste des news concernant WrestleMania, donc je vais vous en parler entre les critiques, voilà, pour un petit peu revenir sur les sujets qui se passent ces derniers temps. Avant de commencer ces critiques et avant de commencer par Impact, parce que je vais commencer par Impact, je tiens à vous faire un gros merci pour la vidéo réaction. On réagit à un show français que j'ai fait avec Megan. Donc du coup, effectivement, c'était une vidéo qui nous a bien plu à faire. Forcément, vu qu'on est un petit peu pas au courant de ce qui se passe sur des shows de catch français, étant donné qu'on n'habite pas dans une région où il y a forcément du catch en France. Voilà, donc du coup, on a un petit peu dit des bêtises, on a été repris dans les commentaires. Donc merci pour les gens qui ont repris dans les commentaires ou sur Twitter. Merci d'avoir réagi, merci au nombre de vues. N'hésitez pas à partager encore la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue et ceux qui ont envie d'un petit peu faire connaître la chaîne et notre contenu. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir le nombre de retours et le nombre de vues, même si voilà, faut continuer à augmenter les vues et les réactions, ça me fera vraiment très très plaisir. J'adore débattre, surtout sur des choses que je connais moins, donc c'est toujours plaisant. J'ai également changé toutes les miniatures de la chaîne, ça m'a pris un bon moment, donc je vous invite vraiment à mettre ici sous les commentaires, et ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, de compte YouTube, faites-vous un compte YouTube juste pour commenter en dessous. Dites ce que vous pensez de cette nouvelle miniature, de ces nouvelles miniatures sur toutes les miniatures, ça m'a pris un bon moment, donc merci de faire vos retours si ça vous plaît ou pas, est-ce que vous changeriez ou pas. Et surtout, dites-moi que c'est très beau, ça me ferait plaisir et ça flatterait mon ego. Avant de commencer encore une fois la critique d'impact et le podcast vraiment, je vais vous parler de l'interview que j'ai donnée au tonton Chris de Catch Up, vidéo qui va être mise en ligne sans doute très très rapidement sur YouTube et qui est déjà mise en ligne sur les nombreux réseaux de Catch Up. Je vous invite à aller sur le Twitter de Catch Up et de la partager, voilà, la vidéo. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir de parler pendant un peu plus d'une heure avec le tonton Chris. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. Donc je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast pour un petit peu mieux me connaître si jamais vous ne me connaissez pas, et surtout connaître la chaîne du catch-up et surtout le travail titanesque du tonton Chris qui fait toujours du très très bon travail. The show must go on, you talk too much. Allez-y, foncez. Voilà, on commence cette critique d'impact qui sera pas en 5 points. Si vous entendez des petits clics comme d'habitude, vous savez, c'est parce que je regarde en même temps ce qui se passe. Pour le coup, vu que ça va pas être du 5 points, je vais un petit peu m'attarder sur tout le show, sur ce que je pense un petit peu de tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé. Donc voilà. On commence tout de suite
Hop, avec le premier match, l'opener, c'était un match à plusieurs pour déterminer le challenger numéro un au titre X Division de Ace Austin. Comme je l'ai dit dans la vidéo la semaine dernière, je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de la semaine dernière que j'ai faites en 5 points toujours sur les choix individuels pour un petit peu replacer mon avis si jamais vous avez envie. C'est des vidéos assez courtes donc je vous invite à aller le voir, mais si la semaine dernière je me suis un petit peu étalé, je vous avoue. Mais voilà, donc du coup on a eu un match à plusieurs. Alors les participants, il y avait qui? Il y avait Willie Mack, il y avait Dagat, il y avait Trade des Rascals, Jack Christ de OVI, Wright Raju des Davy Hit Squad, et AC Romero et Cousin Jake et Chris Bay également, le nouveau venu qui a commencé la semaine dernière. Donc voilà, il est directement dans un match pour déterminer les challengers numéro un. Bravo à lui. Mais en tout cas, voilà, c'était un match très très sympathique, forcément, avec autant de catcheurs avec des styles différents et qui volent vite, qui voltigent, je sais plus parler, qui voltigent de partout. Forcément, ça allait être un très très bon match. C'est le genre d'affrontement que j'aime beaucoup beaucoup. Sans surprise, c'est Willie Mack qui devient nouveau challenger numéro un en gagnant ce match. Donc c'était très très cool. Il a porté un magnifique frog splash directement sur Cousin Jake qui était en train de faire le tomber. J'ai eu très très peur qu'il lui brise le dos. Mais heureusement plus de peur que de mal. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce match. C'était un très très bon opener. Et voilà, même si c'est très logique que ce soit Willie Mack qui soit challenger numéro un. C'est d'ailleurs regrettable que la semaine dernière on a eu ce qui s'est passé avec Austin et Willie Mack. Mais voilà. Donc voilà, pour le premier match qui était très sympathique. On a eu ensuite un segment en backstage avec Dave Christ et Matt Fulton qui parlait du retour de Sami Callihan qui a eu lieu la semaine dernière. Sami Callihan qui est revenu sur le personnage de ICU Reality is Lost en attaquant directement Ken Shamrock avec une boule de feu. Donc voilà, c'était un segment très intense qu'on a eu en fin de show la semaine dernière. Donc du coup forcément ses anciens coéquipiers parlent un petit peu de ça et qui veulent que Sami Callihan revienne en tant que leader de Ovi. Forcément voilà, c'est un petit peu le leader. On a également eu ensuite un match entre Moose et Chase Stevens. Chase Stevens qui est un original de la TNM, même s'il a pas fait grand chose, voire rien du tout. Voilà, c'était un squash match, hein. Concrètement, Moose a totalement explosé Chase Stevens assez rapidement. Suite à ça, Moose attaque toujours le vétéran Chase Stevens. Il y a Scott D'Amore, qui est un officiel de Impact, qui arrive pour lui dire mon gars, arrête tout de suite et regarde derrière toi, qui arrive. Et là, il y a Suicide. Suicide, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien personnage. C'est plus un personnage qu'un catcheur, parce qu'il y a eu plusieurs catcheurs sous le masque de Suicide qui avaient catché. Alors, oulala. Quelle année c'était? 2009 2009 jusqu'à je ne sais plus combien de temps. Il y a eu tellement de versions de Suicide que je pourrais pas vous dire officiellement quand ça s'est arrêté. Il y a eu TJP qui est maintenant de retour à Impact, qui avait pris le masque et qui l'avait un petit peu modifié en Manic après. Donc voilà, c'est un retour de Suicide qui n'est cette fois pas TJP. Mais voilà, c'est un masque un petit peu modifié, un petit peu plus cool, un petit peu plus travaillé, qui fait un petit peu peur, mais voilà. Je suis toujours très content, très satisfait de cette rivalité entre Moose et la TNA, les TNA Original. Je trouve ça très très cool comme programme, très intelligent, très travaillé. J'ai hâte de voir la suite, malheureusement, le fait que la plupart des TNA Originals soient plus du côté d'Impact et soient surtout signés dans des grosses promotions, forcément on n'a pas trop le choix sur les Originals qu'on doit reprendre. Donc voilà, c'est des personnages qu'on apprécie toujours, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir eu vraiment des grosses têtes d'affiche pour vraiment apporter de l'intensité dans cette réalité, vraiment quelque chose en plus. Mais c'est quand même une réalité que j'aime beaucoup beaucoup. On a ensuite eu ce qui va être le début du fil rouge de toute la soirée, c'est Rosemary qui est au bar avec Taya Valkyrie et ses amis. Donc du coup là, Rosemary, elle parle un petit peu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers temps. Elle est interrompue par un homme qui s'avère être Raven, Raven l'ancien ICW. Voilà que malheureusement Rosemary elle pourra jamais oublier ce qui s'est passé avec toute cette rivalité, tous les gens qui ont été impliqués. Donc j'imagine qu'elle parle de sa meilleure amie, le Bunny, Ali, qui maintenant est du côté d'AEW, mais qui est morte dans l'histoire d'Impact. Donc voilà, du coup elle fait une petite référence, enfin Raven fait une petite allusion à ce qui s'est passé durant cette rivalité, cette grosse rivalité autour de Rosemary, de Havok, de Suyongi, etc. Et voilà, il parle toujours du fait que sa rivalité avec Tommy Dreamer, ils se mettront toujours, toujours sur la gueule jusqu'à leur mort.
Et à la fin, tout simplement, Rosemary disparaît. Donc voilà, on va voir plus tard ce qu'elle va faire durant le show. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ce segment, c'était assez sympathique. Le fait de rajouter Raven ici, qui apporte une certaine plus-value à ce segment et à cette rivalité, c'est toujours très très sympathique et c'est très bien fait surtout, donc c'est cool. On a ensuite eu un match entre Rhino Scum, du coup accompagné de Adam Thornstow, je sais pas si je le prononce bien, et Luster the Legend. Faut vraiment qu'ils changent de nom parce que c'est compliqué. Hein. Faut qu'ils aillent du côté de la WWE pour retirer leur nom ou leur prénom là parce que ça commence à être chiant. Qui battent très rapidement les Rascals, donc Desmond Xavier et Zachary Wentz. Dez et Zach maintenant ils se font appeler. Pour eux, pour le coup, ils sont passés du côté de la WWE. Mais voilà, c'était un match très très rapide, il a duré même pas 5 minutes. Et c'est les Rhino Scum qui l'ont remporté assez facilement. J'aime beaucoup la finisher du Rhino Scum avec un écrasement de tête. Voilà, c'est une sorte de curb stomp, mais à deux, et depuis la troisième corde. Donc voilà, c'était très très sympathique. Je suis étonné de voir Rhino Scum être recrédibilisé sur ce coup-là, mais c'était bien fait. Donc pourquoi pas. Et surtout, ça apporte un petit peu de neuf du côté de la division par équipe qui en a besoin. Parce que les Rhino Scum, depuis qu'ils sont du côté d'Impact, ça a vraiment pas fait des étincelles. Donc je suis content qu'ils repartent et qu'ils fassent vraiment un truc qui peut être très très sympathique. On a eu ensuite une vidéo pour annoncer les débuts prochains, enfin le retour plutôt, parce qu'elle a fait un match. Même si bon, on va dire que c'est des débuts, hein, parce que vraiment elle a rien fait. Les débuts de Tenille Dashwood, donc l'ancienne Emma de la WWE depuis des années. Tenille Dashwood qui est étonnamment signé Impact. Parce que moi voilà c'est une quelque chose que j'adore vraiment beaucoup, donc je suis très étonné de la voir du côté d'Impact. Moi je pensais vraiment qu'elle allait signer du côté peut-être de la AEW pour avoir un vrai gros ajout de la division féminine, pourquoi pas à la Ring of Honor, parce qu'ils ont besoin de grosses têtes d'affiche, parce qu'ils en ont pas du tout. Mais non, du coup on part avec Tenille Dashwood du côté de Impact. J'aime Impact, hein, c'est pas le souci, mais voilà, je sais pas trop ce qu'ils vont faire de Tenille Dashwood, et surtout dans ce contexte de intergender avec un champion du monde qui est Tessa Blanchard, qui est une championne du coup. Donc je sais pas du tout ce que Tenille Dashwood vient faire ici. Est-ce qu'elle va partir pour le titre mondial? Est-ce qu'elle va partir pour le titre knockout? Concrètement, si elle part pas pour le titre mondial, si Tessa Blanchard est toujours championne à ce moment-là, ce serait pour moi un gros aveu de faiblesse du booking en fait du titre mondial qui va commencer à tourner en rond très rapidement. Voilà, si on met pas de femmes et de vraies rivalités autour de ça, où est l'intérêt? Voilà, je suis un petit peu tranché avec cet avis de championne féminine. Pardon si vous avez entendu un bruit, c'est moi qui ai tapé sur le bureau sans faire exprès. Mais je suis un petit peu tranché sur cet avis de championne du monde, tout simplement parce que c'est difficile à booker et pour l'instant je trouve pas qu'ils bookent ça. Enfin pour l'instant je trouve que c'est très correct, mais c'est pas pertinent. Voilà, c'est correct mais c'est pas pertinent, donc bon, à voir ce qui va se passer durant les prochaines semaines. On a encore eu une petite vidéo sur hashtag cancel de culture, cancel culture avec Joey Ryan et Rob Van Dam, et du coup la copine de Rob Van Dam dont je ne me rappelle plus le nom, défaut, hein, voilà. Mais voilà, qui font une petite vidéo pour un petit peu faire la propagande de leur chose. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, cancel de culture, c'est Joey Ryan qui en a marre de parler de son zizi tout le temps. Donc du coup, il se joue à Rob Van Dam pour un petit peu cancel de culture, pour briser la culture. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire, mais c'est un programme qui s'avère être marrant, même si j'espère que ça va pas être un programme sérieux, que ça va vraiment être que du comédie, parce que pour moi ça vaut vraiment pas plus. Mais voilà. On a ensuite eu un match entre les vieux, les vieux ECW, Rhino et Sabu, qui est toujours accompagné de Super Jenny, qui était sa manageuse à l'époque d'ECW et qui est revenu ici. Qui affrontent du coup Ovi, Dave Christ et Mad Bad Fulton. Les vieux remportent le match. Je suis très déçu. Mais les deux remportent le match. Mais ça va être justifié par le fait que maintenant que Sami Callihan est revenu, Ovi, ils ont envie que Sami Callihan revienne en tant que leader. Et du coup, ils n'ont pas réussi à faire différence. J'imagine qu'ils étaient perturbés un petit peu dans leur construction pour faire la différence contre les vieux. Je le rappelle, j'ai appelé les vieux. Mais voilà, Rhino et Sabu. Pour moi, c'est pas du tout un programme qui m'intéresse. J'en ai marre en fait de voir les ECW Original du côté d'Impact. Surtout que c'est pour prendre des victoires. Moi, j'ai pas envie qu'ils prennent des victoires. J'ai envie qu'ils fassent des grosses rivalités et qu'à la fin ils perdent pour mettre en avant soit une équipe, soit un catcheur frais qui a vraiment besoin d'être mis en avant. Ils peuvent jouer sur le côté hardcore hein, parce que ECW c'est surtout ça maintenant.
Donc ils peuvent jouer vraiment sur ce côté hardcore en faisant des matchs assez fous. Et voilà, remplis de sang, des blowjobs de partout, exagérés, faites du Cody, allez-y, faites-vous plaisir. Mais voilà. On a ensuite eu le fil rouge qui a continué. C'est la confrontation entre Havok et Su Yung. C'est un match qui a lieu dans le monde des morts. Je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un qui m'écoute peut-être. Mais voilà, Su Yung et Havok qui s'affrontent du coup dans le monde des morts. Il y a James, je sais plus. Mitchell qui est l'ancien manager de Abyss, on en reviendra plus tard. Et également du coup le manager d'Havok désormais. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, la rivalité entre Su Yung et Havok, je vais pas vous faire l'affront de tout vous réexpliquer, surtout parce que j'ai la flemme. Mais en gros, Havok avait pendu Su Yung, qui du coup avait perdu la mémoire, elle était devenue Suzy pendant plusieurs mois. Et tout simplement, Havok et Suzy seront affrontés. Et Havok a encore une fois, elle a étranglé, pendu Suzy, qui est redevenue Su Yung. Et du coup, la rivalité a continué entre les deux. C'était un programme très intéressant, décalé, avec ce qu'on a l'habitude de connaître du côté du grand public. Même si voilà, la AEW commence à s'y mettre avec Matardi. Mais c'est vraiment un programme original pour le coup, qui peut même paraître très kitsch pour ceux qui n'ont pas vraiment envie de s'impliquer, qui sont un petit peu perturbés et qui ont envie de surtout voir du catch sérieux. Là, c'est vraiment décalé. Je pourrais pas vraiment vous expliquer comment aborder la chose, mais c'est vraiment décalé. Donc du coup, voilà, on a cette confrontation qui a lieu pour un petit peu vous parler de ce qui s'est passé, ce qui se passe. Bah voilà, il y a des statues qui prennent vie, Su Yung qui réussit à les détruire, Su Yung qui essaye d'attaquer Mitchell. Et malheureusement, il y a, enfin, par des multiples interventions, des choses, voilà, une sorte de combat un petit peu fouillis. Finalement, Su Yung et Havok disparaissent et elles réapparaissent au milieu d'un désert gigantesque. Voilà, elles sont toutes seules au milieu d'un désert et du coup elles errent telles des âmes vagabondes et on se quitte sur ça. On a le main event catchesque de ce match, de ce show. C'est Michael Elgin qui faisait équipe cette fois-ci avec Taya Valkyrie, toujours accompagnée elle de Johnny Bravo, qui ont affronté et battu Tessa Blanchard et Eddie Edwards dans un très très bon affrontement, un petit peu plus de 20 minutes, où on voit d'ailleurs du coup les méchants, les heels, gagner cette confrontation. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé, on a eu des bons combos avec les 4 catcheurs. Taya Valkyrie qui, elle, pas mise dans le programme autour du titre par équipe, mais qui s'est quand même très très bien défendue et qui sort quand même crédible de cet affrontement. D'ailleurs aussi parce qu'elle s'est fait très mal à l'œil à la fin du match, hein. Elle avait du sang sous l'œil, je sais pas si elle s'est ouverte ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, voilà, c'était un très très bon affrontement, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Et du coup, voilà, ça met en place surtout ce qui va se passer pour le pay-per-view qui a depuis été annulé malheureusement, merci au Corona. Tessa Blanchard contre Eddie Edwards contre Michael Elgin, un match à 3 pour le titre de champion du monde. Voilà, à la fin du match, c'est tout simplement Michael Elgin qui a réussi à prendre l'avantage sur Eddie Edwards en portant son fameux powerbomb dans le coin, suivi du Elgin bomb pour la victoire. C'était un match très très honnête, un très très bon main event, j'apprécie beaucoup. C'est un calibre de main event et ça de plus en plus, ce qui tourne autour du titre mondial, a de plus en plus d'intensité. Et du coup, on ressent vraiment le fait que ça soit un match pour un titre mondial. Et voilà, je suis très très content de ce qui se passe autour de ça. Donc à voir la suite autour de ça. Je sais pas du tout comment ils vont rebondir. Je vous avoue que je vais être souvent dans l'incertitude sur le futur, hein, de ce qui va se passer dans les programmes, tout simplement parce qu'on ne sait pas du tout de quoi l'avenir est fait. Je pense qu'en ces temps de confinement, on le sent de plus en plus et encore plus que d'habitude. Le show va se terminer avec encore une fois le fil rouge, hein, c'est Su Yung et Havok qui sont du coup toujours dans le désert, elles sont perdues dans le désert, et là d'un coup on a hop, une Rosemary qui apparaît de nulle part, j'ai vraiment apprécié ce moment, j'ai rigolé, et j'ai eu de l'émotion durant ce segment final, c'était vraiment très très bien. Du coup Rosemary qui apparaît, et tout simplement voilà, elle se moque un petit peu des deux en disant qu'elle s'affronte à cause d'un vieux, le vieux qui est Mitchell, le père Michel, qui a perdu Havok. Du coup, voilà, Rosemary, finalement, a utilisé ses pouvoirs pour les ramener auprès de Jim Mitchell. Ou James Mitchell, du coup, je sais toujours plus. Et du coup, les deux réapparaissent dans son antre, dans son temple. Et à la fin, bah, on a tout simplement Su Yung qui veut poignarder Mitchell, Havok qui l'arrête.
et qui finalement, elle le poignarde elle-même directement dans le ventre, et finalement, du coup, Mitchell meurt. Mitchell meurt, il agonise sur son trône, et là, du coup, il voit des images défiler, il voit le paradis arriver, donc on voit des chatons, on voit des infirmières, on voit des gens qui font des bisous de loin, très très étonnant, et finalement, la dernière image, à la fin, avant de mourir, qu'est-ce qu'il voit Mitchell? Il voit Abyss, bien sûr, Abyss, son poulain de tout le temps, qu'il voit juste avant de finir sa vie, et on se termine sur ça, les derniers instants de Mitchell qui voit la personne peut-être qu'il a le plus aimé durant toute sa carrière, c'est-à-dire Abyss, qui est aussi un teenage original. Voilà, c'était un show très très bon, contrairement au show de la semaine dernière, il me semble que j'avais pas beaucoup apprécié. Mais là, c'était un show très très bon qui se tenait pendant toute la durée du show. On a eu de la construction, on a eu vraiment du bon catch aussi. Donc je suis très très content. C'est d'ailleurs dommage du coup qu'on sache pas ce qui va se passer pour les prochaines semaines, prochains mois. Parce que j'ai vraiment hâte de voir la suite. Le Willie Mack Ace Austin, malgré le fait que la semaine dernière, il y a eu cette chose qui m'a totalement déplu et qui, pour moi, a totalement, du coup, spoilé ce qui allait se passer ce soir. Mais du coup, Willie Mack contre Ace Austin, ça m'intéresse beaucoup. Mousse contre la TNA, c'est vraiment une réalité qui m'intéresse beaucoup. Moi qui disais que Mousse tournait en rond, bah pour le coup, certes, il tourne encore en rond, mais avec un vrai programme derrière, que j'apprécie beaucoup, en tout cas, qui me parle plus. Tout ce qui s'est passé avec Rosemary sous Young Havoc, c'est génial, voilà. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va sans doute être d'accord avec moi, si t'écoutes cette vidéo, coucou Wayne Green, mais ceux qui ne connaissent pas, qui n'adhèrent pas à ça, déjà je peux comprendre, mais surtout c'est vraiment un programme original, quoi, c'est cool, c'est certes kitsch, mais c'est bien fait dans le côté kitsch, donc vraiment c'est tout est super sympa à faire, quoi. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à suivre ce programme. Maintenant qu'il est terminé, j'imagine que vous pouvez aller rechercher le programme depuis le début de la rivalité. Ça peut être très très cool ça, de se refaire la rivalité depuis le début. Et voilà, on a également Rido Scum qui sont mis en avant. Oui, parce que c'est pas des filles. Qui sont mis en avant dans ce match contre les Rascals, qui est clairement un squash match. Les Rascals, je pense qu'ils vont se relever très vite, hein. C'est une équipe qui est très très bien appréciée par le public et qui fonctionne toujours très très bien. Rhino Scum, concrètement, depuis qu'ils étaient là, ils avaient fait que jobber pour les mecs, donc eux, ils ont besoin d'être crédibilisés. Rhino Scum qui vont peut-être partir pour les ceintures par équipe, ça peut être très cool, hein, de voir une nouvelle équipe autour de ces titres. Et surtout que je trouve que c'est de très bons catcheurs, avec un très bon personnage. Donc voilà, moi je les avais connus du côté. C'était quoi? C'était pas NWA? Peut-être que c'était NWA à l'époque où c'était pas encore la nouvelle NWA qu'on connaît maintenant. Ou peut-être que c'était du côté de la Global Force Wrestling de Jeff Jarrett. Je sais plus où je les avais connus, mais en tout cas je les avais tout de suite bien appréciés. Ils me rappelaient un petit peu The Ascension du côté de la WWE, donc Connor et Victor, qui sont plus du coup à la WWE. Et ils me rappelaient un petit peu ce style-là, mais d'un côté un petit peu plus motard assumé, donc j'ai bien apprécié. Voilà, donc je suis content de les voir mis en avant. Mis en avant. Je sais plus parler français, hein, excusez-moi. Donc voilà, Rhino et Sabu, pour moi j'aime bien cette équipe, hein, parce que voilà, ICW, tout ça, mais faut vraiment qu'ils trouvent un intérêt à les mettre, parce que pour l'instant il n'y a pas d'intérêt. Voilà, je suis pas du tout hypé par le programme autour de Ovi et Sami Callihan, tout simplement parce que ce qui s'est passé avec Sami Callihan, comme je l'ai dit dans mes vidéos la semaine dernière, bah, ça me plaît pas forcément, donc à voir ce qu'ils vont faire. Mais voilà, et puis le main event, Michael Elgin et Taya Valkyrie contre Tessa Blanchard et Eddie Edwards, c'était vraiment un très très bon affrontement que je vous invite vraiment à aller voir, c'était vraiment digne d'un main event de show, donc c'était toujours très très cool. On continue la critique avec les news, on passe un petit peu du côté des news, hein. Je vais faire une critique, une news, une critique, une news. Donc du coup voilà, je vais un petit peu parler de ce qui se passe, et c'est du coup vu que le monde du catch est un petit peu en off, ou en tout cas en stand-by, en temps mort ces derniers temps, on va parler forcément des news de l'une des seules promotions qui continue, c'est la WWE. Donc du coup, je vais vous parler d'un petit peu de la news de WrestleMania en 2 jours. Je sais que c'est une news qui date un petit peu d'un certain moment maintenant, mais moi j'ai pas un petit peu partagé mon avis, peut-être sur les réseaux sociaux, mais c'est tout. D'ailleurs, je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc @lataloche pour la chaîne YouTube et @taophilpw pour mon compte Twitter professionnel de catch. Voilà.
Donc le WrestleMania en 2 jours, pour moi c'est une très très bonne idée. Je sais que voilà, je vais être un petit peu plus mitigé par rapport à ce qui s'est passé ensuite, mais là je parle vraiment que sur la news en elle-même. WrestleMania en 2 jours, je trouve ça très très cool. Comme j'avais trouvé ça d'ailleurs très très cool, Wrestle Kingdom en 2 jours. Eux ils avaient d'ailleurs une réelle construction pour les 2 jours, donc c'était vraiment très très cool. Mais WrestleMania en 2 jours, je trouve ça super super sympa. J'espère que l'année prochaine ce sera fait aussi, tout simplement parce qu'on peut mettre beaucoup plus de programmes en avant, qu'on peut vraiment créer des choses très très intéressantes pour pouvoir mettre vraiment à peu près tout le monde sans forcément faire une bataille royale géante pour nous forcer à nous mettre tout le monde. Mais voilà, je trouve ça plus sympathique. On peut faire voilà, deux shows sur deux ambiances différentes. Donc voilà, un show qui se termine bien, un show qui se termine mal, des choses comme ça peut être vraiment, en termes de scénaristiquement parlant, plutôt, c'est vraiment plus intéressant, je trouve, qu'en un seul soir où là on nous est forcé. Et je pense que voilà, ces dernières années, je suis pas sûr, mais je pense clairement que la plupart d'entre nous n'ont pas regardé le show dans son intégralité. Quand je parle dans son intégralité, c'est vraiment tous les segments, tous les matchs, toutes les entrées, tout. À part si vous le regardez en live, et bon courage à vous, parce que voilà, 7 heures de catch c'est quand même à pas négliger. Moi je sais que je regarde le lendemain, mais voilà, c'est manière j'essaie toujours de le regarder, en tout cas dans son intégralité, mais c'est vrai que c'est difficile à certains segments que je passe un petit peu plus rapidement. Mais voilà, donc du coup c'est très intelligent de le faire en 2 jours. J'espère que l'année prochaine, la semaine prochaine, même si ça a lieu la semaine prochaine d'ailleurs, mais j'espère que l'année prochaine, WrestleMania aura lieu également en 2 jours, quitte à ce qu'on décale un petit peu le Hall of Fame et le NXT Takeover qui va avoir lieu. D'ailleurs, pour le NXT Takeover Portland, il a été annulé et du coup les matchs auront lieu au fur et à mesure ces prochaines semaines durant les NXT tout simple, hein, qui vont être diffusés en avril. Donc voilà, content pour les gens qui ont eu USA Network aux États-Unis de se taper des matchs dignes d'un pay-per-view dans un weekly, ça va être très très très, très cool. Et Hall of Fame qui est déplacé du coup à, il me semble, je sais pas si c'est une info officielle, mais en tout cas qui est déplacé à la veille de SummerSlam, ou peut-être 2 jours avant SummerSlam, mais en tout cas vous avez compris, dans le week-end de SummerSlam. Si ça, bon, je sais que ça va sans doute être pas le cas, mais si le Hall of Fame pouvait être déplacé plus tôt ou plus tard dans l'année pour qu'on puisse avoir un WrestleMania en 2 jours, ça pourrait être très cool, ou pourquoi pas voilà, mettre, bah non, j'allais dire mettre le vendredi, mais maintenant on a SmackDown le vendredi, donc on peut pas tout mettre. Mais voilà, ça peut être quand même un bon truc de mettre WrestleMania en 2 jours, pourquoi pas les prochaines années. Donc à voir en tout cas. On passe maintenant à la critique de AW et Dynamite. Donc du coup, je commence directement avec ce show. C'était un show, je vous avoue, que j'ai pas non plus tellement apprécié que ça. J'ai trouvé qu'il y avait 2-3 matchs qui étaient très sympathiques. Il y avait encore de la construction sur ce qui va se passer ces prochaines semaines. D'ailleurs, on ne sait pas comment la AEW va faire la semaine prochaine, parce que je sais pas s'ils ont diffusé, enfin s'ils ont enregistré en avance. Dites-le dans les commentaires d'ailleurs si vous le savez. Mais voilà, sinon sur le show en lui-même, il était assez sympathique, même si je l'ai vraiment pas autant apprécié que celui de la semaine dernière. On a eu Cody contre Jimmy Havoc, un match très sympathique, victoire logique de Cody. Jimmy Havoc qui se met en avant petit à petit, donc voilà, certes, c'est pas du tout le mec le plus pertinent de la AEW, et il est clairement pas là pour gagner, mais en tout cas, il fait toujours un travail très correct. C'est pas forcément un match que je vous invite à aller voir parce qu'il est pas non plus foufou. Bon, si vous avez, si vous avez du temps à perdre, allez-y, hein, regardez le show. Mais voilà, sinon, ce match-là est surtout pour la construction de l'arrivée été prochaine entre Lance Archer et Cody. Donc, du coup, on a une bonne promo de Jake Roberts, hein, voilà, qui dit attention, Cody, t'as quelque chose au-dessus de ta tête et ça va bientôt tomber et te décapiter. Donc, voilà, j'ai pas forcément hâte de voir le programme, je vous avoue. Parce que je pense, et j'espère pas en tout cas, mais je pense que Cody va encore faire des tonnes autour de ce programme, alors que clairement il n'y a pas forcément à avoir besoin. Il est là aussi pour totalement perdre contre Lance Archer. S'il gagne contre Lance Archer, bah ce serait vraiment dommage pour Lance Archer. Et surtout, bah voilà, Cody il a rien à prouver du côté de la AEW. Maintenant c'est le mec le plus populaire. Donc je pense que prendre une défaite ou voir plusieurs défaites contre Lance Archer pour le construire, c'est clairement ça dessert pas son personnage. Donc il faut vraiment qu'il fasse attention à ce booking là pour pouvoir mettre Lance Archer en haut du tableau. Personnellement, je sais pas pourquoi, mais je pensais réellement que les débuts et l'arrivée de Lance Archer du côté de la AEW, il allait directement viser John Moxley.
Donc voilà, forcément, l'annonce de Lance Archer qui arrive à AEW, elle s'est faite un petit peu au même moment où John Moxley s'est fait champion de la AEW. Donc j'espérais qu'ils parlent de ça tout simplement parce qu'à la New Japan, on a eu un programme entre les deux autour du titre des États-Unis. D'ailleurs, il me semble que, que Dean Ambrose, enfin Dean Ambrose, oulala, excusez-moi, que John Moxley, j'ai vraiment pas fait exprès, que John Moxley est toujours champion des États-Unis du côté de la New Japan. Et du coup, voilà, on avait eu le programme pour ceux qui n'ont pas suivi la New Japan. John Moxley était devenu champion des États-Unis. Et malheureusement, il n'a pas pu se rendre à un show. Il me semble que c'était l'été dernier. Il n'a pas pu se rendre à un show pour des multiples problèmes. Je ne sais plus si c'est lié à un emploi du temps ou à une annulation de vol ou une maladie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas pu avoir lieu alors qu'il est censé avoir une confrontation. Du coup, on a eu un match pour déterminer un nouveau champion des États-Unis qui était pour le coup un match, il me semble que c'était Juice Robinson contre Lance Archer, où Lance Archer a gagné, et du coup il est devenu champion des États-Unis de la New Japan pendant un bon petit moment jusqu'au retour de John Moxley qui a remporté directement, qui a retrouvé son titre en tout cas, directement à son retour, et du coup on a eu, il me semble, un ou deux matchs entre les deux où John Moxley est resté champion des États-Unis. Et j'étais persuadé que du coup, du côté de la AEW, ils allaient un petit peu faire écho à ça en lançant Lance Archer directement contre John Moxley, pourquoi pas, pour se dire, bah voilà, le titre des États-Unis, tu me l'as piqué au Japon, bah maintenant, moi j'ai piqué ton titre à AEW aux États-Unis. Donc voilà, bon bah maintenant Lance Archer n'est plus du coup du tout du côté de la New Japan, hein, il a signé avec la AEW, mais j'étais persuadé qu'ils allaient faire un écho à ça et pas du tout. Donc voilà, du coup on a un programme entre Cody et Lance Archer qui m'emballe beaucoup moins que John Moxley contre Lance Archer, je vous avoue, mais qui peut être quand même très très intéressant. Voilà, donc du coup, durant toute la soirée, on a eu des fans qui étaient dans une loge et qui réagissaient au show. Ça, j'ai pas du tout apprécié, je vous avoue, ils en faisaient des tonnes, c'était vraiment trop exagéré. Je suis même pas sûr que c'était des fans de catch, hein, pour vous dire, vraiment, c'était abusé. Je sais pas du tout qui c'était. Si vous savez qui étaient les gens dans cette loge, dites-le moi en commentaire, parce que moi je les connais pas du tout. Mais voilà, on a eu également un match assez sympathique entre Darby Allin et Kip Sabian, qui est toujours accompagné de Penelope Ford. Match remporté par Darby Allin assez rapidement, Keith Sabian qui a changé de tenue, à mon plus grand désarroi, parce que j'adorais sa tenue en vert et orange fluo, là, c'était vraiment génial. Mais du coup, voilà, Keith Sabian qui perd encore un match, cette fois-ci contre Darby Allin, qui lui hein, est quand même bien mis en avant depuis le début de la W Dynamite. Mais clairement, voilà, Keith Sabian, il reste un petit peu en bas du tableau. La fin du match, on comprend un petit peu qu'il est agacé par cette situation. Est-ce qu'il va faire quelque chose pour rebondir? Est-ce qu'il va s'allier? Pourquoi pas à Sean Spears, qui lui cherche un partenaire, je le rappelle, depuis plusieurs semaines pour pourquoi pas aller dans la division par équipe. Mais voilà, Kip Sabian, malheureusement, ça tourne en rond, voilà, donc on sait pas trop ce qui va se passer pour lui, je l'apprécie beaucoup, mais clairement, son ordre n'est pas venu et j'ai peur qu'il soit décrédibilisé durant ces prochains mois. Et le jour où on a vraiment un programme à lui faire, bah d'un seul coup on n'y croit plus quoi, parce que voilà, Kip Sabian depuis le début c'est quand même un petit peu pas folichon. On rappelle hein, la polémique qu'il y avait eu avec le match contre Cody qui avait duré beaucoup trop longtemps pour ce que c'était. Donc voilà, pour l'instant Kip Sabian c'est à faire ses preuves, même si moi j'apprécie beaucoup en tout cas ce qu'il propose sur un ring, et surtout je trouve assez charismatique pour pourquoi pas viser un petit peu plus haut. J'attends vraiment qu'il y ait un titre intermédiaire du côté de la AEW parce que là ça commence à être un petit peu un petit peu tourné en rond au milieu de carte. On a également un match assez rapide entre Jack Hager et un jobber, c'était clairement un squash match, oula, j'arrive plus à parler, un squash match pour Jack Hager, hein, pour mettre directement en avant. Jack Hager qui fait encore des matchs du côté de AEW, c'est très étonnant, sachant qu'il a mis un petit moment avant de faire son premier match, mais maintenant, apparemment, c'est vraiment parti pour faire des matchs. Donc voilà, et on a eu John Moxley qui est arrivé juste après le match pour commencer à se bagarrer avec Jack Hager, et il finit par lui porter tout simplement sa prise de finition, le Dirty Deeds, je sais plus comment il l'appelle du côté de la W, mais le Dirty Deeds, voilà, vous connaissez hein, la prise typicale. Et voilà, donc du coup, après ça, John Moxley part et il est interviewé directement en coulisses voilà, il dit de faire attention, que Jack Hager doit faire attention à lui parce que ces prochaines semaines, ça va lui faire pom pom cucu. Donc je suis étonné qu'on parte sur un programme entre Jack Hager et John Moxley. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Hein, Jack Hager, voilà, il a battu un cinquantenaire et des jobbers. Du coup, il est légitime au titre AW. C'est toujours l'un des gros problèmes que j'ai moi avec la W.
c'est que les victoires, les défaites concrètement, c'est que quand ça les arrange que c'est utilisé. Parce que voilà, gagner contre Dustin Rhodes et contre des jobbers, concrètement, ça te met pas en position de challenger numéro 1 pour un titre mondial. Ça devrait vraiment pas être le cas. Là, vous allez peut-être me parler de WWE, mais je ne parle pas de WWE, je parle de la W et des promesses qu'ils ont faites à la base, hein, de ce classement de catcheurs en termes de victoires-défaites. Qui, comme je l'ai dit, ne marche que quand ils ont envie de mettre en avant. On a ensuite eu un segment qui m'a fait un petit peu grincer des dents, mais qui était quand même bien fait. C'est Brody Lee. Brody Lee est le leader du Dark Order, qui est l'Exalted One, l'exalté du Dark Order, donc le leader, qui est du coup dans les vestiaires. Il est en costume avec les nouvelles recrues du Dark Order, John Silver et Alex Reynolds. Reynolds, comme Ryan, je sais pas trop. Donc du coup là il est en costard cravate en train de manger, il explique un petit peu ce qui se passe. Voilà, il fait un petit peu le discours du chef qui parle beaucoup trop et il continue à manger son magnifique steak en même temps. Et du coup à ce moment-là, voilà, ça fait un petit moment qu'il parle et John Silver il commence à prendre ses couverts et il veut manger, il veut commencer à manger. Malheureusement pour lui, Brody Lee, il l'arrête, il lui dit pardon mais moi j'ai pas terminé mon assiette donc toi tu vas pas commencer ton assiette, et il lui dit dégagez de là. Donc du coup à ce moment là Alex Reynolds qui était juste en face de John Silver il commence à se pisser dessus et malheureusement et ben, à ce moment là il éternue. Il éternue et du coup Brody devient fou, il lui dit vite dégager avant de se faire détruire. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est totalement une pique hein, envers Vince McMahon qui est un petit peu quelqu'un d'autoritaire dans les vestiaires, qui mange avant tout le monde, qui explique un petit peu sa vie durant 15 ans, et surtout, la grosse pique, mais ça je pense que vous le savez, parce que vous avez écouté les critiques de mes compères, mais voilà, c'est très connu que Vince McMahon déteste les éternuements, tout simplement parce qu'il ne sait pas contrôler les éternuements, et c'est quelqu'un qui a vraiment un problème en termes de, de contrôle sur toutes les situations. J'imagine que forcément, en étant à la tête de la WWE du blanc, pratiquement 35 ans, peut-être même plus d'ailleurs, 30, ouais, on va dire 38, allez, 40 ans, on va arrondir à 40 ans, voilà, d'être à la tête de la WWE durant 40 ans, forcément, au bout d'un moment, tu commences à devenir un petit peu foufou et à vouloir tout contrôler. Et forcément, quand quelque chose comme un éternuement qui n'est pas contrôlable arrive, à part en disant ananas, je vous le rappelle, peut-être qu'ils ne connaissent pas cette astuce aux États-Unis, mais si vous commencez à sentir l'éternuement, répétez ananas plusieurs fois et vous allez voir, ça va passer. Pour moi, ça passe. Donc peut-être que vous, vous pouvez le faire. Voilà, je vous donne les les tips de Tao. Du coup, forcément, voilà, les éternuements, ils détestent ça. Donc, on a fait une grosse pique à lui, du coup, pendant cette promo que j'ai trouvé très sympathique, c'était bien filmé, c'était sympa. Mais voilà, on a encore eu une pique de la AEW à WWE, c'est dommage parce que pour le coup, là j'ai trouvé ça sympa, et puis en plus ça renforçait encore le personnage de Brody Lee qui était un leader assez extrême, même si je trouve d'ailleurs que ça apporte pas du tout de côté mystique hein, pour le coup, qui est totalement contraire à un petit peu près à tout ce qu'on avait jusque-là pour le personnage. Mais voilà, c'était quand même quelque chose de très sympathique. On a eu ensuite Brody Lee qui a affronté Quincy Marshall. Clairement, voilà, c'était aussi un squash match pour mettre en avant Brody Lee. C'était très rapide. Malheureusement, Quincy Marshall, même pour perdre rapidement, bah, il est pas bon quoi. Voilà, j'ai rien à dire sur lui, il est vraiment pas bon. Donc voilà, il se positionne pas bien. Le match est vraiment pas fou. Il est même pour moi, il dessert un petit peu même le personnage de Brody Lee, malheureusement. Mais voilà. Sinon, pour la suite du programme, on a encore eu une petite récap autour de la rivalité entre l'Inner Circle et l'Elite, également les débuts de Matt Hardy qui ont lieu la semaine dernière. Et voilà, du coup, le programme va continuer un petit peu plus tard dans la soirée. On a eu un très très bon match, le match qui m'a vraiment le plus plu sans doute de cette semaine. Malheureusement, bah, il n'y avait pas de public, donc ça fait forcément mal. Mais il y avait eu des petites réactions, je ne sais pas si c'était les officiels qui étaient autour du ring qui réagissaient, ou si c'était les commentaires des gens qui étaient du coup dans ce studio durant toute la soirée. Mais en tout cas, on a eu des petites réactions, donc ça m'a quand même un petit peu plu. C'était tout simplement Kenny Omega qui défendait le titre Triple A méga champion, donc voilà, il est champion au Mexique. Je sais pas si le titre méga c'est le titre mondial de la Triple A. Dites-le en commentaire si tu m'écoutes, tonton Chris, dis-le moi. Mais voilà, Kenny Omega du coup qui défendait ce titre-là contre Sammy Guevara. Sammy Guevara qui est également un habitué du côté de la Triple A, donc c'était un match pour le coup pertinent, j'ai trouvé.
Mais en tout cas, oula, excusez-moi, j'ai un petit peu de bruit. Mais en tout cas, c'était un très très bon match de plus de 20 minutes. Semi Guevara qui renforce encore une fois son côté heal, où voilà, il ciblait directement euh, bah, le bras blessé, la main blessée de Kenny Omega durant tout le match. C'était un très très bon match. Voilà, ça frappait fort, c'était très très bon. Franchement, j'ai rien à dire. Allez voir ce match vraiment. Je sais que le fait qu'il n'y ait pas de public, ça peut peut-être vous déstabiliser. Vous allez peut-être pas vous impliquer dans le match, mais moi je me suis vraiment beaucoup impliqué. Certes parce que Kenny Omega est mon catcheur favori, mais surtout parce que les deux font vraiment une très très bonne performance. Sammy Guevara, comme je l'ai dit, a renforcé encore son côté heal. Il avait fait des petits dessins de personnes et ils avaient mis sur des chaises au premier rang pour faire semblant d'avoir un public. Et du coup, il y avait un portrait de Brandy Rhodes. Et il me semble que c'était au début du match. Tout simplement, il est parti pour embrasser cette pancarte avec le dessin de Brandy Rhodes qui a foutu le gros malaise. Simplement parce que Brandy Rhodes l'a regardé d'une manière très étrange. Mais voilà, c'est Kenny Omega qui remporte le match, logiquement, il reste champion Triple A. Et ça, c'est très très cool, mais en tout cas, c'était un très très bon affrontement, et que je vous invite à aller voir toujours. La fin du show, c'est une grosse confrontation, la grosse confrontation qui avait été annoncée entre Chris Jericho et Matt Hardy. Je vais pas vous faire un récap de ce qui s'est passé, parce que vraiment, j'ai trouvé ça un petit peu longuet, mais voilà, ça parle beaucoup, des choses comme ça, donc en gros, Chris Jericho, voilà, il parle un petit peu de ce qui se passe là. Il y a le drone de Matt Hardy, Vega One, qui arrive, et du coup, voilà, Jericho, il fait un petit peu une promo avec Vega One, je trouve ça assez incroyable. Et du coup, il lui dit, voilà, si tu veux rejoindre le Inner Circle, tu peux rejoindre le Inner Circle. Finalement, on a Matt Hardy qui apparaît dans la salle, tout simplement en haut des gradins, parce qu'il n'y a personne, donc voilà, il peut se permettre. Et après un plan très très mauvais où on voit Matt Hardy se téléporter d'une chaise à une autre pour arriver jusqu'à devant le ring. Je trouvais ça vraiment pas très, très bien fait, hein, pour le coup. Ouais, du coup, une promo entre les deux, ils parlent un petit peu, voilà, de Chris Jericho, parle un petit peu de leur passé, un petit peu similaire en termes de réinvention dans le monde du catch. Matt Hardy, il fait encore des promos où il est totalement à côté de la plaque, il parle de Malcolm X, il parle de choses du passé, voilà, en disant qu'il entend des voix, qu'il voit des choses que Chris Jericho peut pas voir. Chris Jericho le prend pour un fou. Et finalement, ça se termine avec Chris Jericho qui met une gifle à Matt Hardy qui lui répond avec une grosse droite, et du coup, Chris Jericho tombe au sol. Suite à ça, Sammy Guevara intervient très rapidement pour l'attaquer. Et du coup, Cody et Kenny Omega, qui étaient aux commentaires, arrivent pour défendre du coup Matt Hardy, hein, qui est dans la même équipe que pour le Blood and Guts. Du coup, on ne sait pas quand il va avoir lieu, mais du coup, le Blood and Guts. Et du coup, voilà, ça se termine avec Matt Hardy qui fait jaillir des flammes de l'entrée de l'arène, directement où il y avait Chris Jericho et Sammy Guevara qui ont très peur et qui prennent la fuite. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce show, parce que j'ai trouvé très correct, un petit peu long, il y a des choses qui desserrent plus le propos que ce qui fait avancer. Clairement, le Cody contre Jimmy Havoc, ça m'a pas du tout intéressé. Darby Allin contre Kip Sabian, c'est cool pour Darby Allin. Malheureusement pour Kip Sabian, bah, encore une fois il perd. Voilà, donc je suis très étonné. Je sais pas du tout si on va faire quelque chose avec le fait qu'il perde aussi régulièrement. Mais il faut vraiment qu'il fasse quelque chose avec lui. Voilà, faut pas le mettre si c'est que pour qu'il perde en fait constamment. Le programme autour de Jack Hager et John Moxley m'intéresse pas du tout et je trouve qu'il est vraiment fait d'une mauvaise manière. Donc j'ai encore plus de mal à m'impliquer dans ça parce que ça aurait pu m'impliquer. Mais Jack Hager, concrètement, c'est un catcheur qui m'a jamais plus intéressé que ça, même quand il était du côté de la WWE, même quand il était champion mondial du côté de la WWE, ça m'intéressait pas du tout. Heureusement à l'époque, il y avait quelque chose de plus travaillé avec le fait qu'il y ait Edge et Chris Jericho autour de lui et que ce soit un petit peu le jeune qui s'immisce dans cette histoire et qui devient champion du monde. Mais là j'arrive pas à m'impliquer dans ce programme-là. Je sais pas trop comment faire. La promo qu'il y avait du coup avec Brody Lee qui se moque de Vince McMahon, j'ai trouvé ça très très sympa. Même si voilà, je commençais un petit peu à en avoir marre que toutes les semaines on a une pique à la WWE par la AEW, mais bon là c'était bien fait donc ça m'a moins dérangé que d'habitude. Mais voilà, et le match concrètement qu'il y avait après, il a aussi desservi totalement Brody Lee. Voilà, les seules choses que j'ai à retenir de cette confrontation, du coup, c'est la promo de Brody Lee avec les membres du Dark Order en vestiaire. Et le match entre Kenny Omega et Sammy Guevara, et également du coup le segment final entre Matt Hardy et Chris Jericho que j'ai trouvé très sympathique, même si ça me fait un petit peu mal de voir ça, surtout du côté de la AEW, c'est totalement décalé, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment décalé, donc je sais que voilà, je suis un petit peu
voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas c'était culotté de le faire, mais je trouve que c'était peut-être pas assez bien fait pour qu'on puisse vraiment s'impliquer dedans. Voilà, on repasse, j'ai fini du coup cette critique d'AEW Dynamite, et on repasse du côté des news. Les news, repart du côté de WrestleMania, et cette fois on va parler des absents, et surtout, chose qui m'a fait péter un câble, je vous invite à me suivre hein, sur les réseaux sociaux parce que j'ai un petit peu pété mon câble, @taophilpw. Mais concrètement, ce qui m'a fait péter un câble, c'est ces deux ajouts de match qu'on a eu à WrestleMania. C'est Aleister Black qui va affronter Bobby Lashley accompagné de Lana, toujours. Ce match ne sort de nulle part, mais vraiment de nulle part. Les deux se sont jamais croisés, se sont jamais affrontés. Voilà, je sais qu'il faut mettre des matchs. D'ailleurs, c'est un petit peu bête parce que du coup, on a l'annonce du fait que WrestleMania est en 2 jours. Et en fait, apparemment, ils n'avaient pas prévu de programme autre. Donc, du coup, on se retrouve à avoir un WrestleMania en 2 jours, mais avec pas de match. Donc, forcément, faut remplir les matchs, faut remplir les shows. Donc, on met des matchs qui n'ont aucun sens, des matchs d'exhibition. Concrètement, c'est des matchs d'exhibition. Donc, je suis content de voir Aleister Black du côté de WrestleMania, mais ce programme ne sert à rien, voilà. Si on nous avait mis Rusev contre Bobby Lashley, même si le match m'aurait moins intéressé parce qu'on a ce programme là depuis 6 mois, mais au moins il y aurait eu une construction ou quelque chose à raconter. Là, pas du tout quoi. Là, c'est juste Aleister Black qui va dérouler contre Bobby Lashley, c'est tout. Et le deuxième match qui a été annoncé, c'est les Street Profits, donc du coup Montez Ford et Angelo Dawkins qui vont affronter Angel Garza et Andrade qui est champion des États-Unis dans cette confrontation pour les titres du coup de Raw, les titres par équipe de Raw qui sont défendus par les Street Profits. Donc ce match-là aussi, hein, il sort de nulle part. Après, on a un peu plus de contexte dans ce match-là, tout simplement parce qu'on a eu des news après. On a eu la news que Rey Mysterio était en quarantaine chez lui. On ne sait pas du tout s'il a le Covid-19. Ben voilà, il a certains symptômes qui laissent présager qu'il ne pourra pas être apte à faire ce match-là. Donc du coup, le match qui était prévu entre Andrade et Rey Mysterio est annulé. Il faut retrouver un nouveau programme autour d'Andrade. Donc voilà, on joue sur ce qui s'est passé ces derniers mois avec la suspension d'Andrade et le fait que c'est un petit peu Angel Garza qui a pris sa place dans le programme. Donc les deux forment une équipe. Voilà, les Street Profits devaient eux également affronter à la base AOP, donc du coup Akame et Rezar. Malheureusement l'un des deux membres, je me rappelle plus lequel parce que c'est concrètement ils se blessent tout le temps les mecs. Mais AOP malheureusement l'un des deux membres est blessé et il va être blessé durant plusieurs mois encore, donc ils pourront pas non plus catcher. Il faut faire quelque chose avec cette équipe. Je sais pas, virer là, laisser le mec qui se blesse pas, faire un autre programme, mais c'est pas possible. On peut pas. Les mecs sont revenus il y a quoi? Il y a 4 mois, 3 mois. ils sont raw out pendant pratiquement un an, c'est pas possible. Les mecs, on les a moins vus qu'on les a vus, quoi. Donc, donc voilà, c'est des programmes concrètement créés à l'arrache hein, pour vraiment mettre du contenu sur WrestleMania. Voilà, et le match, la news suivante, toujours concernant voilà, WrestleMania, les absents de WrestleMania, on a eu plusieurs absents. Malheureusement, et j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas bien fait mes devoirs, mais j'ai pas noté tous les absents qui pourraient avoir lieu. Mais contrairement, il y a eu Dana Brooke également, qui est confinée également chez elle. Et voilà, mais on a également un absent de dernière minute à l'heure où j'enregistre cette news, cette vidéo, c'est une news qui vient à peine de tomber. Pour ceux qui veulent pas être spoilés WrestleMania, mais vraiment ne rien savoir, même si c'est pas un gros spoil, parce que je pense que ça va être justifié. Peut-être pour SmackDown de cette semaine ou peut-être la semaine prochaine, mais ouais, c'est quand même une grosse news qui peut potentiellement spoiler WrestleMania. Donc pour ceux qui ne sont pas, qui ne veulent pas être du tout spoilés de WrestleMania, je vous invite à passer quelques minutes pour tomber jusqu'à ma critique de WWE NXT. Voilà, vous aurez le visuel sans doute hein, sur la vidéo qui vous fera signe qu'on passe à la critique de WWE NXT. Mais concernant du coup cette news de WrestleMania, c'est Roman Reigns qui est lui le grand absent de WrestleMania. Tout simplement parce que voilà, il a des soucis de santé, je le rappelle, qu'il avait une leucémie, qui a fait du coup beaucoup de chimiothérapie, qui a pris énormément de médicaments. Donc c'est quelqu'un qui est considéré à risque concernant ce Covid-19, ce coronavirus, si vous préférez. Et du coup, forcément, Roman Reigns, il a demandé
Je sais pas s'il a demandé ou s'il l'a imposé, mais en tout cas, il est absent de WrestleMania, et voilà, parce que c'est quelqu'un de risque, hein, donc forcément on prend pas le risque non plus. Voilà, on a deux personnes à risque, on a Goldberg et Roman Reigns. Si les deux meurent sur un ring, ce sera vraiment dommage, surtout pour le titre universel. Mais voilà, j'en rigole, mais c'est vraiment pas une situation marrante, surtout pour lui, j'imagine. Parce que Roman Reigns c'est quand même quelqu'un de très très professionnel, donc j'imagine que cette décision a été prise à contre-coeur. Mais en tout cas, voilà, Roman Reigns qui est le grand absent de WrestleMania. Je sais pas du tout, à l'heure où j'enregistre, on sait pas du tout si il y a eu une annonce d'un remplaçant de dernière minute, du news, quelque chose vraiment qui pourrait justifier cette absence à WrestleMania, ou si tout simplement le match va être annulé, ou s'il va être repoussé, on sait pas du tout encore. Mais en tout cas, voilà, la news qu'on a, c'est que Roman Reigns est absent de WrestleMania, a été absent durant ses enregistrements de WrestleMania, et du coup ses enregistrements des autres shows qui ont été faits également dans le même temps. Mais voilà, voilà, donc c'est la grosse news de ce soir, et sans plus tarder, on va passer à la critique de WWE NXT avant de se quitter. WWE NXT qui a été filmé cette semaine au Full Sail University, qui a été mis d'un drap noir pour enlever les places vides, qui a été filmé un petit peu près de la même façon que WWE Raw, avec du coup la caméra principale qui avait vu sur l'entrée du ring. Donc voilà, c'est pas, je rappelle, c'est pas Tony Khan qui a inventé ça, hein. Ça existe déjà depuis très très longtemps, même si apparemment lui sur Twitter il dit que ça vient de lui, mais pas du tout. On a eu un premier match entre Tyler Breeze et Austin Theory, qui est un très très bon match. J'adore Austin Theory, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, et à chaque fois que je vois ce gars durant un show, j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Je trouve que c'est vraiment l'un des plus futurs gros catcheur de la WWE, tout simplement. Voilà, je perds un peu mes mots, tout simplement parce que je le trouve complet. Je trouve que, voilà, certes, il a encore des progrès à faire, hein, mais sur un ring, c'est très très correct. Au micro, c'est assez bon, même si ça va s'améliorer. Il est d'ailleurs là pour ça, hein, c'est pour ça qu'il a NXT, c'est parce que ça va s'améliorer au fur et à mesure des prochains mois, des prochaines années. Il est très très jeune, il a 22 ans. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir Austin Theory si vous n'avez pas vu ce qu'il fait en indépendant, mais c'est vraiment un très 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 bon catcheur. Et voilà, il a vraiment un charisme assez fou. C'est d'ailleurs dommage qu'il ait changé sa finisher, hein, du côté de NXT, parce qu'il avait une autre finisher quand il était à la Evolve, qui était d'ailleurs très très impactante et très originale, parce que j'avais jamais vu ça avant. Mais voilà, c'est vraiment un très très bon catcheur. C'est une victoire malheureusement de Tyler Breeze, qui fait jouer du coup son expérience durant cet affrontement. Austin Theory qui vient un petit peu trash talk Tyler Breeze en prenant son téléphone, un petit peu en se filmant, en disant qu'il est le meilleur, qu'il pourrait faire ça toute la journée, hein, sa fameuse catchphrase où il dit ça, I can do this all day. Et malheureusement, voilà, Tyler Breeze arrive à contrer et à porter un beauty shot qui était pas du tout bien porté, mais en tout cas qui lui permet de remporter cette confrontation. Voilà, c'était un match très intéressant. Sur le ring, il s'est passé des très très bons trucs. Et voilà, c'était vraiment un match très très correct qui a réussi à construire les deux catcheurs. Tyler Breeze qui va peut-être partir sur un côté un petit peu vétéran, pourquoi pas, du côté d'NXT, ça peut être très très cool. Et ça peut lui donner un nouveau souffle à un Tyler Breeze qui tourne en rond depuis pas mal d'années maintenant. Mais voilà, peut-être que finalement, son destin, c'est de rester à NXT toute sa vie. On a ensuite eu un match entre Killian Dane et un jobber, dont je ne me rappelle pas le nom parce qu'on s'en fiche. Et voilà, c'est un squash match de Killian Dane qui déroule et qui remporte le match très rapidement après un Vader Bomb. Voilà, je suis très content d'ailleurs que la finisher de Killian Dane ce soit un Vader Bomb, parce que ça fait du coup jouer son physique plus que le... Je sais plus comment il l'appelait, mais en tout cas c'était la même finisher que Kenny Omega, c'était un One Wing Angel, et malheureusement, je suis désolé, mais voilà, ça ne marche qu'avec Kenny Omega cette finisher, donc très content qu'Ian Dane n'ait plus cette finisher depuis déjà un moment maintenant, mais voilà. On a eu également une promo d'Adam Cole qui était au bord de sa piscine avec des lunettes de soleil et qui parlait tout simplement parce que voilà, c'est le champion le plus long du côté d'NXT, qu'il a le plus long règne. Donc voilà, c'était une petite promo assez sympathique, même si malheureusement, bon, bah, dans les périodes où on est, ça aurait été beaucoup plus cool de faire un vrai gros segment avec une fanfare et tout ça pour vraiment donner un côté encore plus épique à ce fait, voilà, à ce record historique. Malheureusement, dans les circonstances où on est, on peut pas se permettre de faire ça, et c'est dommage. On a ensuite eu également un match entre Cameron Grimes, je sais pas comment vous voulez dire, mais moi je dis Grimes, et Tony Nese qui vient du côté de NXT.
C'était un match très très sympathique entre deux bons catcheurs qui ont fait vraiment une bonne performance. Ça s'est claqué la cuisse durant tout cet affrontement, ça malheureusement. Bah voilà, ça se voit encore plus hein, quand il n'y a pas de public. Mais c'était quand même un très très bon match. Cameron Grimes qui a réussi à battre Tony Nese en portant sa finisher, son cave-in, apparemment c'est le nom de sa finisher. Mais voilà, c'était quand même un très très bon affrontement entre deux poids légers. Cameron Grimes commence à m'y faire à ce personnage de cow-boy un petit peu. Moi qui étais vraiment très très habitué à Trevor Lee en indépendant, qui avait clairement pas besoin de personnage pour être un catcheur incroyable. Là, voilà, ils l'ont renforcé son truc en lui mettant vraiment un personnage derrière. Au début, j'ai trouvé ça très maladroit et très forcé, mais je commence à m'habituer, donc c'est très très cool. Tony Nese qui n'a plus rien, qui n'a plus rien à part son physique et ses yeux pour pleurer, malheureusement. On a ensuite un match qui était là pour déterminer la qualification pour le ladder match, qui du coup ne va pas avoir lieu du côté de NXT TakeOver Portland parce qu'il est annulé, mais qui va avoir lieu dans les weekly d'NXT. Donc du coup là c'était les matchs de qualif pour le match de l'échelle qui va déterminer la nouvelle challengeuse numéro 1 pour le titre d'NXT, qui va avoir lieu, je rappelle, à WrestleMania entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. C'est Alia qui est de retour après s'être fait casser le nez par Xiali ces plusieurs semaines passées. Et du coup là, elle allait affronter d'ailleurs Xiali. Mais on voit que Xiali a été attaqué dans les vestiaires. Et du coup, forcément, William Regal il annonce que le match ne va pas avoir lieu, mais qu'on a une remplaçante. Et c'est d'ailleurs une autre femme qui fait son retour, c'est Io Shirai qui fait son retour et qui bat forcément très rapidement Alia. Très très content de revoir Io Shirai ici. Je suis un petit peu, un petit peu dubitatif sur le fait qu'elle revienne dans un match de l'échelle, sachant qu'elle s'est blessée sur un match de l'échelle avec Miaim. Donc pourquoi pas, mais Io Shirai c'est vraiment l'une des meilleures catcheuses du monde actuellement. Donc forcément, je ne peux être que content de son retour. Alia, concrètement, elle a rien. Pour moi, je déteste vraiment cette catcheuse. Voilà, donc je suis très content que le match était à sens unique. Et surtout, j'ai envie de voir Io Shirai encore plus haut. Donc voilà, est-ce qu'elle va être la prochaine challengeuse? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même du beau monde autour de ce titre NXT féminin. On a ensuite une grosse promo entre Keith Lee qui vient sur le ring pour voilà, dire qu'il s'est attaqué à Dominic Djokovic sans faire exprès malheureusement. Pour le rappel, hein, ce qui s'est passé, c'était Damian Priest qui était venu attaquer Keith Lee après son match contre Cameron Grimes d'ailleurs. Cameron Grimes. Ouh là là. On va vite terminer cette vidéo parce que là je commence à avoir du mal. Donc du coup voilà, Dominic Djokovic pardon, était venu pour faire fuir Damian Priest et tout simplement Keith Lee qui était encore groggy de son attaque de Damian Priest a attaqué Dominic Djokovic en pensant que c'était Damian Priest. Donc du coup il vient sur le ring pour un petit peu voilà, dire qu'il a fait une erreur, qu'il est désolé. Et que malheureusement bah, voilà, c'était Damian Priest le mauvais qui regrette ce malheureux incident. Et du coup voilà, on a Djokovic qui arrive très rapidement sur le ring, qui dit que voilà, il veut juste une chance encore pour le titre de champion nord-américain de Keith Lee. Très rapidement, on a également Damian Priest qui arrive et du coup les trois commencent à se mettre sur la gueule. Et ça finit avec Keith Lee et Damian Priest qui sont en train de se taper à l'extérieur. Et Djokovic du haut de son plus de 2 mètres, sautant depuis la troisième corde directement à l'extérieur sur les deux. Et du coup, forcément, c'est Djokovic qui termine le segment debout, qui se positionne très fortement comme un challenger important pour ce titre. Donc voilà, le programme va continuer à 3, entre 3 catcheurs très très grands en termes de physique, et qui vont, je le pense, être très très grands en termes de personnages dans ces prochaines années. Mais en tout cas, je suis très très content de ce qui se passe autour de ce titre nord-américain qui me redonne de l'intérêt et surtout, c'est vraiment des mecs incroyables et qui, grâce à ce bon programme, continuent à nous fournir du bon catch et surtout un programme intéressant qui nous tient en haleine de semaine en semaine. On a eu un match également par équipe entre Danny Burch et Oney Lorcan. Voilà, je fais une petite parenthèse, Oney Lorcan, mais c'est quand même le mec qui avait demandé à partir de la WWE il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois même maintenant, qui avait même remis son ancien nom sur Twitter et tout ça. Et finalement, voilà, on lui a donné un bon chèque, donc finalement il est resté. Comme quoi, voilà, tout homme a des valeurs, mais qui se comptent en nombre de billets. Cette parenthèse fermée. Danny Burch et Oney Lorcan, hein, l'équipe toujours, qui ont affronté Brandon Vink et Shane Thorne. Brandon Vink, je savais pas, c'est d'ailleurs la même équipe hein, qui a jobé contre les Street Profits.
du côté de Monday Night Raw cette semaine. Mais Brandon Vink, c'est tout simplement Elliot Sexton, qui est un grand catcheur australien. Coucou l'équipe du Fatal 4 Way si vous m'entendez. Mais voilà, on a Shane Thorne et un autre Australien, donc forcément, moi j'étais pour les Australiens. Mais faut aller voir mon interview avec le Fatal 4 Way pour un petit peu comprendre. Mais en tout cas, pour récapituler, je suis fan de tous les catcheurs qui viennent d'Australie pour une raison quelconque, je ne sais même pas moi-même. Donc du coup voilà, forcément c'est Danny Burch et Oney Lorcan qui gagnent le match. Brandon Vink, qui est un mec pour l'instant, du coup on l'a vu que 2 fois durant la même semaine, mais c'est un catcheur qui est vraiment très très bon et qui a un très très bon physique. Et qui peut, je pense, très rapidement à la WWE monter les échelons parce que c'est vraiment un catcheur très très complet. S'il continue du coup en équipe avec Shane Thorne, ça peut aussi être une très très bonne équipe qui peuvent d'ailleurs être aussi bien en face qu'en heal, mais ça, bah, de toute façon, on va pas le voir pour l'instant parce que j'imagine que durant ces prochains mois, ces prochaines semaines, ils vont jouer juste les jobbers un petit peu de luxe, voilà. On a eu un deuxième match de qualification pour le titre de Challengers numéro 1 pour le ladder match. Putain, c'est compliqué cette appellation. Donc en gros, voilà, c'est pour avoir une place dans le ladder match pour déterminer la nouvelle Challengers numéro 1 par équipe, par féminine, par Europe. Je sais pas. C'est Candice LeRae qui a affronté Kayden Carter. Match assez rapide que j'ai pas vraiment apprécié parce qu'il me racontait rien vraiment. Hein. C'est Candice LeRae qui a remporté ce match avec une soumission avec le Gargano Escape. Kayden Carter qui est encore une catcheuse qui a besoin de construction et vraiment d'évoluer. Pour l'instant, moi, j'accroche pas trop. Voilà, en termes de personnage, je trouve ça assez sympathique, assez travaillé, mais sur le ring, ça a vraiment besoin de plus de travail, même si j'apprécie quand même beaucoup le peu que j'en ai vu. Mais j'ai quand même besoin de voir plus pour m'investir derrière Kayden Carter, même si pour le coup, c'est pas elle sur lequel on devrait s'investir durant ce match. Candice LeRae, elle a rien à prouver, même si du côté d'NXT, malheureusement, depuis qu'elle est à la WWE, bah, ça stagne, hein, ça tourne un petit peu en rond. Donc j'espère qu'elle va pouvoir montrer qu'elle est une très très bonne catcheuse durant le ladder match qui va avoir lieu. Mais en tout cas, c'était un match sur lequel j'ai pas réussi à m'impliquer malheureusement. Et avec une victoire facile de Candice LeRae, après quand même un bon échange entre les deux catcheuses. On a eu un match entre Matt Riddle et Roderick Strong. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est un petit peu difficile d'avoir tous les catcheurs qu'on veut. Donc forcément, Pete Dunne est bloqué en Angleterre. Avec ce confinement, voilà, il peut sans doute pas voyager. Parce qu'il est anglais, je le rappelle. Mais voilà, profite de ta famille, mon ami. Mais en tout cas, Matt Riddle a affronté Roderick Strong dans un bon affrontement. Une victoire de Matt Riddle après un bro Derek. Voilà, c'était une confrontation très très sympathique, mais concrètement on n'a rien à on n'a rien à ajouter parce que les deux catcheurs, on sait très bien, sont des très très bons catcheurs, donc ils n'ont rien à prouver. Dans ce contexte-là, c'est un peu plus difficile de s'y mettre, sachant que Roderick Strong c'est quand même quelqu'un qui est un très très bon catcheur, mais qui est quand même beaucoup moins charismatique que les membres de son équipe, hein, que les membres de Disputed Era. Et surtout que Matt Riddle, hein, quand on voit Matt Riddle et Roderick Strong à côté, forcément, Matt Riddle ça envoie quand même un petit peu plus d'intérêt. Mais en tout cas, c'était une bonne confrontation entre les deux avec une fin très 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 bien. J'ai pas grand chose à rajouter de plus. Matt Riddle remporte cette victoire. Et juste après, on a deux nouveaux catcheurs qui arrivent pour l'attaquer. C'est des catcheurs indiens. À ce moment-là, je connais pas du tout leur nom. Et juste après avoir mis Matt Riddle KO sur le ring, on a Malcolm Bevan qui était un ancien manager en indépendant, et il me semble qu'il a beaucoup managé de catchers à la Ring of Honor et également à Evolve. C'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux, même si voilà, je sais pas trop ce qu'il a fait en indépendant, je connais juste de nom, et quelques fois quand je suis tombé sur des matchs de Moose à la Ring of Honor ou des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux en tout cas, est très très marrant. Il a beaucoup d'autodérision, ça c'est sympathique. Mais voilà, du coup, il arrive par la rampe d'entrée et dit que voilà, il s'appelle Malcolm Bevan et qu'on est là pour devenir les nouveaux challengers au titre par équipe d'NXT. Et que malheureusement pour toi, Matt Riddle, bah, ton ami Pete Dunne il est pas là, donc du coup on prend l'avantage. Je sais pas du tout quel est le nom, je suis vraiment désolé, je me rappelle pas du tout le nom de ces deux catcheurs qui sont du coup arrivés, ces deux indiens. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont un gabarit qui est très très intéressant, ils sont assez larges, ils ont aussi des personnages qui sont très bien foutus je trouve, et ce que je sais aussi c'est qu'ils ont été entraînés par le Great Khali, donc bon certes c'est pas le meilleur des entraînements, mais en tout cas bah, peut-être que c'est le meilleur des entraînements, mais c'est pas le meilleur des catcheurs le Great Khali en tout cas.
Mais voilà, ça m'intrigue beaucoup de voir une association comme ça. Je m'attendais pas vraiment du tout à voir, et surtout pas à voir maintenant. Mais pourquoi pas. Et par contre, faut qu'ils changent vraiment leur finisher là. Le backbreaker elbow drop, c'est pas possible. Déjà, ils l'ont mal exécuté pour être safe, mais ils l'ont mal exécuté. Et surtout, bah, c'est un move qui est très très basique. Et d'ailleurs, il me semble que les Revival le font assez régulièrement dans leur match. Et qui est juste une combinaison par équipe, c'est même pas une finisher. Donc il faut peut-être revoir ça. Peut-être un petit peu plus jouer sur leur physique imposant pour faire une finisher à deux, plutôt que sur ça qui concrètement est du technique voltige alors que les deux sont pas techniques ni voltige. Donc peut-être à revoir ça. Et le show s'est terminé avec une confrontation entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Triple H est un petit peu venu faire l'intermédiaire entre les deux pour le dire qu'on commence à en avoir marre de cette confrontation entre les deux, de cette rivalité qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Et du coup, dans 2 semaines, il me semble que dans 2 semaines, voilà, les deux vont s'affronter et que ce sera le dernier affrontement entre les deux. C'était une promo, je vais pas vous dire ce qui s'est passé, enfin tout ce qu'ils ont dit, mais en gros voilà, c'était une confrontation assez intense avec Triple H au milieu qui a rapporté beaucoup de profondeur à cette confrontation, à cette rivalité. Et du coup ça s'est terminé comme ça, avec l'annonce que dans 2 semaines les deux vont s'affronter, et le show s'est terminé malheureusement, enfin malheureusement pas du tout, heureusement même, avec une nouvelle vidéo un petit peu cryptée, un petit peu bizarrement faite, qui annonce pas officiellement parce qu'on voit pas son nom, mais qu'on voit le visage de Killer Cross, du coup un ancien grand catcheur d'Impact, et également il me semble qu'il a fait la Triple A avec sa femme Escalade Bordeaux, que je vous invite à aller suivre sur Instagram. Mais en tout cas c'était vraiment une fin étonnante, parce que je m'attendais pas à qu'on mette ça dans les circonstances dans lesquelles on est, parce qu'on sait pas du tout de quoi l'avenir va être fait. Et du coup, on a des débuts et surtout, on a l'annonce que Killer Cross va planer un petit peu autour de ce match qui va avoir lieu entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Et voilà, j'adore Killer Cross. Pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, allez voir parce que certes, c'est pas un catcheur incroyable en termes de technicité et voilà de in-ring, hein, c'est pas vraiment le meilleur des catcheurs, mais il a un personnage tellement travaillé, tellement cool qu'on peut que s'impliquer derrière lui en fait, donc voilà, je suis très très content de cette fin de show et surtout ça s'annonce comme un catcheur important du côté de NXT qui va débuter dans ces prochaines semaines. Voilà, c'était la fin de la critique d'NXT. J'ai pas de news actuellement où je tourne. J'ai plus de news sur, enfin en tout cas qui pourrait m'intéresser, qui pourrait vous intéresser également. Donc on va se quitter ici dans ce podcast qui a duré un petit peu plus d'1 heure maintenant. Je suis désolé, je voulais faire un petit peu moins d'1 heure, mais forcément voilà, moi je parle un petit peu comme j'ai envie, donc donc voilà. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, à me faire vos retours sur la vidéo On réagit à un show français, qui est une vidéo qui me tient assez à cœur. Voilà, n'hésitez pas à vraiment partager votre avis, à nous reprendre quand on a fait des erreurs, parce que je sais qu'on a fait des erreurs. Et d'ailleurs, merci à Michael Lolive qui nous a répondu en commentaire. C'est vraiment ce genre de commentaires que j'attends sur la chaîne, des commentaires intéressants qui apportent à débat et voilà, qui sont toujours respectueux, donc c'est très respectueux. Alors qu'on a dit quand même des absurdités pardon, assez énormes apparemment pour les gens qui sont fans de catch en France. Mais voilà, nous on s'y connaît pas du tout, donc on part avec zéro bagage, enfin moi un petit peu parce que j'écoute les revues du catch, mais c'est tout. Et également de réagir, ça me ferait vraiment plaisir aux changements de miniature, tous les changements de miniature que j'ai fait sur la chaîne, qui m'ont pris quand même pas mal de temps. Voilà, moi personnellement je les apprécie parce que je les ai faites et je les ai publiées. Mais est-ce que vous les appréciez dites-le moi en commentaire ou sur Twitter. Je le rappelle toujours, @lataloche pour la chaîne YouTube et @taophilpw pour mon compte de catch où je parle beaucoup beaucoup plus de catch, forcément parce que c'est mon compte un petit peu professionnel de catch. Donc voilà. Et on se dit rendez-vous très très rapidement pour ceux qui sont fans de catch, toujours en cette période un petit peu difficile, toujours soutenez vos catcheurs indépendants préférés, ceux qui ne peuvent pas forcément bien vivre avec le fait que les shows soient annulés. Et lavez-vous les mains régulièrement, n'oubliez pas les pouces et entre les doigts, c'est très important aussi. Et on se donne rendez-vous très rapidement pour des prochaines vidéos. Si ce format de podcast vous plaît, vraiment faites le maximum pour que je le comprenne avec des likes et des partages, des commentaires. En français c'est mieux.
Et peut-être que voilà, je passerai plus à un format de podcast assez régulier plutôt que vidéo indépendante, tout simplement parce que voilà, les vidéos indépendantes, moi ça me plaît, parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés que par un certain show, qui n'ont pas envie forcément de se taper 1 heure ou 2 heures de podcast, comme moi d'ailleurs, hein, parce que voilà, j'ai pas forcément le temps, même si en cette période de confinement un peu plus. Mais voilà, c'était juste pour essayer d'apporter quelque chose un petit peu de nouveau dans le YouTube francophone de catch. Mais si vous préférez un podcast assez classique, faites-moi signe et on passera plus sur ce format-là. Du coup, comme je l'ai dit, on se donne rendez-vous très prochainement pour toujours plus de catch et soyez toujours fiers d'être fan de catch. Bisous!